Bonjour et bienvenue dans le numéro 47 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale, association nationale dont le siège est localisé à Périgueux depuis les actions de mai 2018. Aujourd'hui, nous allons avoir la seconde partie de l'entretien avec Madame Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS et à l'EHESS, où nous aborderons la difficulté des pères pour entrer dans le monde de la famille, avec les résistances et les conséquences. Nous lui demanderons pourquoi y a-t-il ainsi un ultra-féminisme. Nous lui demanderons sa vision de l'avenir, de la place de l'homme dans la famille, et nous évoquerons son actualité. Tout ceci sera après une intervention de Monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste, qui nous fera cette fois-ci un exposé de parentalité sur l'entrée de nos jeunes enfants dans l'adolescence. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Thierry Lavergne, aujourd'hui sur RLP encore, Thierry Lavergne, pédopsychiatre en service public et en libéral et psychanalyste de profession. Thierry, vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Et vous, C'est comment parfait. allez-vous, Stéphane ? Oh, nous survivons dans cette actualité. Tout va bien. Difficile parfois, c'est vrai. Dites-moi, nous avons exemple du jour une petite fille qui demande à changer sa chambre qui était décorée licorne, princesse, Frozen, tout ça, qui veut changer son lit parce qu'il n'est plus possible à son âge d'avoir 10 ans, 11 ans, d'avoir du rose, des licornes, etc. Ça la gêne beaucoup et elle est très très contente de se retrouver dans un environnement qui fait plus penser à l'adolescence. Il y a un cap, un changement qui s'est produit. Est-ce que ça résonne ? Est-ce que ça vous parle ? Ah ben, elle grandit, quoi, cette petite fille, hein, et donc voilà une petite fille qui passe du monde merveilleux de l'enfance, où tout est finalement rose, effectivement, et où comment dire, ce qui compte surtout, c'est d'être protégé et d'être finalement quasi à l'écart du monde réel et dans un monde imaginaire assez merveilleux et bien d'aller à la rencontre, voilà, de quitter ce monde pour aller à la rencontre du monde réel et puis surtout de montrer à ses copines, j'espère qu'elle en a cette petite fille, de montrer à ses copines qu'elle grandit et que elle n'est plus la petite fille qu'elle était et qu'elle devient une jeune adolescente, une petite préadolescente qui grandit et qui commence à avoir une vie sociale et à regarder ce qui se passe autour d'elle. On pourrait faire le parallèle avec l'enfant plus petit, hein, qui croit au Père Noël et qui attend avec impatience les cadeaux du Père Noël parce que la magie veut que même quelquefois sans qu'il ne lui ait demandé, le Père Noël sait le cadeau qu'il voudra avoir le jour de Noël. Et puis vient un jour où ce même enfant renonce, enfin donc beaucoup plus jeune, hein, évidemment, où ce même enfant vers 4-5 ans ou 5-6 ans, ça dépend, renonce à cette magie en se disant oui, finalement je dois bien accepter que les cadeaux viennent de mes parents et pas du Père Noël. Donc cette petite fille, pour revenir à cette petite fille de 11 ans qui veut son grand lit ou son lit d'adolescente, tout simplement c'est une petite fille qui grandit et qui passe un cap vers quelque chose qu'on pourrait appeler la préadolescence ou l'adolescence, c'est-à-dire vers un monde où les pères PAIRS, c'est-à-dire les enfants de son âge, les adolescents de son âge, vont servir de modèle presque plus que jusqu'à maintenant le modèle des parents. C'est-à-dire qu'on va chercher à rentrer dans des bandes, à faire groupe, à être comme les autres, à porter les mêmes vêtements, voilà. Donc il n'y a rien d'anormal à tout ça. Ça fait partie de la vie quotidienne et de l'évolution normale de l'enfant. La seule chose à
prêter garde, c'est qu'il y a différents groupes d'adolescents et quelquefois il y a des groupes qui peuvent être plus fermés que d'autres. Voilà, c'est ce qui compte surtout, c'est que cet enfant puisse rester ouverte à tous les types de groupes et ouverte évidemment aux référents parentaux qu'elle a connus jusqu'alors, quoi. D'accord, très bien, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir Stéphane. RLP. Radio Libre en Périgord. Donc la semaine dernière, nous avons parlé effectivement de cette petite difficulté que l'homme peut avoir parfois à être reconnu dans le monde de la famille, mais je vais préciser que c'est au niveau des institutions. Moi, autour de moi, je vois des papas qui poussent des poussettes, qui s'occupent de leurs enfants, qui ont des comportements que mes grands-parents n'ont jamais eu devant moi. Par contre, en même temps, en cas de séparation, de divorce, de jugement, on a beaucoup de mal à déléguer l'éducation de l'enfant auprès du père. La résidence alternée a du mal à rentrer. On voit que les papas ont envie de s'occuper de leurs enfants. Et en fait, on se demandait dans l'association, nous, s'il n'y a pas une contradiction entre demander, apprécier, encourager le fait que l'homme se féminise et s'intègre dans la famille, et si en même temps, au niveau des services sociaux, au niveau des institutions, au niveau des tribunaux, on continue à le cantonner dans son rôle de chasseur-cueilleur qui ramène uniquement les ressources à la maison et qui doit regarder de loin un enfant grandir en l'approvisionnant de temps en temps de pop-corn. Et il y a un mal-être. Est-ce que vous pensez que c'est pas une contradiction quelque part et que ces énergies qui sont parfois très fortes ne peuvent pas être à l'origine de certains drames? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, bien sûr, je rebondirai sur votre premier point et je rebondirai aussi sur les chasseurs-cueilleurs. Mais votre premier point... Je caricature pour aller vite, évidemment. Hein. Oui, donc si vous pouviez reformuler votre premier point juste en une question. Ce que j'essaie de dire, c'est que en fait, les hommes se modifient beaucoup. Oui, se féminisent. Alors. Et en même temps, si vous voulez, quand on va au tribunal, il y a 8% de garde au père quand la mère s'y oppose. On n'arrive jamais à avoir la résidence alternée lorsqu'elle s'y oppose, et on est considéré par les services sociaux et les tribunaux comme uniquement des payeurs de pensions alimentaires avec les enfants 4 jours par mois. 4 jours par mois, on n'est pas un éducant. C'est pas possible. On peut pas éduquer, transmettre sa valeur à 4 jours par mois, et donc il y a une espèce de névrose. Là, en même temps, le père s'implique dans la petite enfance, dans la vie de tous les jours, et dès que l'institution, l'État arrive, il est ramené à là où il était il y a 40 ou 50 ans. Voilà. Le sens de ma question, c'est celui-là. Oui, alors, donc il y a véritablement des résistances. Alors, je voulais juste revenir sur cette idée que l'homme se féminise. Pour moi, non, il ne se féminise pas, il s'humanise. Et donc, ce n'est pas parce que l'homme ce n'est pas parce que l'homme va s'occuper des affaires domestiques, de l'entretien de ses besoins, de l'entretien des besoins de l'enfant, qu'il va se féminiser. Ça, justement, c'est une déformation culturelle qui, à mon avis, nuit considérablement au fonctionnement de la société, à savoir que on fait comme si, systématiquement, naturellement, c'était à la femme de s'occuper de tout ce qui relève des besoins, de l'éducation et tout ça, là où, non, s'occuper de tout ce qui concerne l'alimentation, tout ce qui concerne laver ses vêtements, tout ce qui concerne s'occuper des enfants, ça relève de l'humain. Oui, vous avez raison, c'était un raccourci maladroit, je voulais aller vite, mais vous avez raison, en fait, le mot est inapproprié. Et ça pour moi, non, mais c'est pas une critique, ça me permet... Vous avez raison, quand on approfondit, les mots ont un sens, vous avez tout à fait raison, bien sûr. Ça me permet juste de remettre un peu dans le processus historique dont j'aime bien parler, à savoir que on a décidé à l'échelle de l'humanité que c'était la femme, parce qu'elle faisait des enfants, qui allait s'occuper des enfants, et l'homme qui allait s'occuper de l'économique et du politique. Mais on sort de tout ça. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui va dans le très bon sens. Ça signifie que les individus vont se respecter les uns les autres. Car pourquoi D'ailleurs, quand on regarde autour de nous, c'est rentrer dans la société en 2021, autour de nous, voilà. Autour de nous, ça fait partie des aspirations des jeunes générations, effectivement, s'occuper, quand on est un homme, de tout ce qui relève de l'entretien des besoins, et puis aussi de s'occuper de l'enfant, du domestique, de la nourriture, de choses comme ça. Donc on est d'accord, même si il y a encore des résistances, et je tiens à le dire aussi quand même, on est dans une société où plus les comportements changent, dans le sens de ce qu'on vient de dire, plus ça résiste aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, il y a un retour de balancier. Dans chaque mouvement historique, il y a ça. Et donc, on a des hommes qui sont des hommes suprémacistes et qui sont furieux de voir leur pouvoir en partage avec les femmes. Donc, j'en connais très peu. Vous savez, j'en connais extrêmement peu. Dans notre environnement, on est plutôt face à des hommes qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants après une séparation. J'ai dit que c'était dans votre... Vous avez raison, j'ai pas dit que c'était dans votre environnement. Bien sûr. J'ai dit que c'était dans la société.
Ouais, ils sont amenés à disparaître, en fait, je pense. Ils sont menés à disparaître. Ouais, Trump était un beau symbole. Je ne sais pas s'il va disparaître vraiment, mais je trouve que c'est intéressant de le mentionner pour dire que c'est pas si simple que ça, ce changement. Là où il paraît évident, en fait, il rencontre aussi des résistances, et notamment pour les jeunes garçons, quand ils s'affirment de manière plus libre qu'autrefois et plus respectueuse des hommes, des femmes, et ils ont en face d'eux des machos. Et donc, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est pour ça que je tenais à le dire, parce que c'est précieux d'avancer dans le sens de ce partage des responsabilités entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas si simple que ça, dans la mesure où un certain nombre d'hommes ont eu des pères qui ne s'impliquaient pas. Et donc, en termes d'identification, en termes de conception des valeurs, ce n'est pas si simple que ça. Vous savez, après, c'est Darwin, hein. Il y a divers profils. Et puis, écoutez, la nature fera que les femmes choisiront leur partenaire, les hommes choisiront leur partenaire aussi. La société avancera en fonction des choix proposés. Mais dans l'ensemble, nous pouvons quand même dire que les hommes d'aujourd'hui s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation. Ils ont une demande qu'ils n'avaient pas auparavant. Et moi, ma remarque que je vois de ma position, c'est cette difficulté qu'a l'institution à le reconnaître dans les endroits où elle doit intervenir. Oui, je comprends bien, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que pour moi, le sens de l'histoire avec un grand H va dans le sens de ce qu'on vient de dire. Oui. Mais il ne faut pas ignorer les freins au changement. Oui, je comprends. Il y a toujours des brebis galeuses, tout à fait. Mais ça n'explique pas pourquoi les tribunaux familiaux, dans un monde où on se sépare et on se recompose, sont des machines à créer des familles monoparentales avec des pères isolés d'éducation de leurs enfants et réduits à un rôle d'approvisionneur, si vous voulez. Ça n'explique pas pourquoi l'institution et les services sociaux nous cantonnent à des stéréotypes qui sont extrêmement différents de la réalité d'aujourd'hui. Oui, vous avez raison, mais en même temps, vous faites comme si c'était si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ah non, je vous demande pourquoi. Il y a des résistances. Il y a des résistances. Mais elles sont pas du côté des hommes, hein. Je vous assure. Non, mais attendez. Oui. Il y a des résistances qui sont inhérentes à la société. Moi, je suis sociologue et il y a des caractéristiques de la société qui imprègnent encore les comportements, les pratiques, les aspirations, etc., les relations entre les individus. Et encore aujourd'hui, le salaire supérieur est le salaire masculin. L'homme passe plus de temps au travail que la femme. Je refuse l'argument économique. J'ai regardé les débats du projet Laton à l'Assemblée nationale. Il a été inadmissible de dire à des parents, à des papas, ou même des parents de manière générale, qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants parce que cela privait l'autre parent de ressources. Un enfant est ni une propriété, ni une source de revenus. Ça, c'est un argument qu'on ne peut pas retenir. Et donc, on se demande pourquoi, au niveau des tribunaux, les gens qui demandent à avoir accès à l'éducation de leurs enfants, à partir du moment où ils ne sont pas dysfonctionnants, ne peuvent pas le faire, si vous voulez. Oui, au niveau sociologique, on a parlé avec oui. Monsieur Néran, avec Monsieur Winter, avec un certain nombre de personnes ici, il y a un déficit de l'institution à reconnaître une réalité de la rue. Oui, mais bien sûr, mais en même temps, les individus, les juges, etc., sont encore imprégnés par des représentations avec cette idée que, l'homme va passer plus de temps au travail que dans la famille et que la femme. Et donc, cet impératif de la bonne mère imprègne toutes nos représentations et toutes les instances juridiques avec cette idée que, oui, la plus compétente entre l'homme et la femme, c'est la femme. Donc là, il y a toujours ce blocage et bien évidemment, dans les relations homme-femme, il y a aussi des difficultés et pour les hommes à prendre la place qu'ils pourraient prendre et pour les femmes à laisser les hommes prendre la place qu'ils devraient prendre, notamment pour partager plus les responsabilités éducatives et domestiques. Parce que là où je veux en venir, vous savez, c'est vous occuper de votre enfant, vous lui donnez le bain, vous l'habillez, vous le regardez grandir, vous l'aidez à faire ses devoirs, et puis un jour il y a une séparation et du jour au lendemain, il est possible que vous arriviez à ne plus le voir durant des mois. Et ça fait mal, c'est une émotion qui est énorme, et je pense que c'est à l'origine de nombreux drames et de faits divers. Oui, tout à fait. Bien évidemment. L'idée, c'est que, aujourd'hui, quand il y a séparation, il s'agit de respecter l'égalité parentale. On est bien d'accord. Mais moi, j'essaie de dire que, effectivement, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des tas de résistances là où il ne devrait pas y avoir les résistances. Et c'est bien clair qu'il faudrait accompagner le moins mal possible les séparations dans le sens de la garde alternée, de la résidence alternée. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, il y a encore de nombreuses résistances. Oui, et donc, c'est une question pour la sociologue, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'identifier ces résistances pour lutter contre ces résistances. Ouais. Et pour que ça avance, et pour que le père ne se retrouve pas, comme vous le dites très bien, privé de ses enfants, d'autant plus que
je le dis, et je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte aussi, ce qui fait le père, c'est l'enfant, c'est le lien avec l'enfant. Donc il y a des pères, malheureusement, quand la séparation se passe très mal, qui sont privés de la relation avec les enfants, ce qui est très préjudiciable pour les enfants, l'éducation des enfants, et en même temps, plus ils sont privés de cette relation avec les enfants, moins ils vont voir les enfants, et plus au fur et à mesure, on va leur renvoyer que ce sont des mauvais pères, et de fil en aiguille, ils ne vont plus du tout voir les enfants, et là on sent bien à quel point c'est un préjudice énorme, y compris dans l'éducation de l'enfant. Et il y a aussi un risque que les personnes faibles se comportent très très mal envers les autres ou envers eux-mêmes parce qu'ils sont soumis à des pressions, des émotions qui sont phénoménales dans ce contexte. Oui, tout à fait. Ça affaiblit considérablement l'individu et ça lui renvoie une image excessivement négative de lui-même. Et du coup, il y a de la souffrance, il y a de la détresse et il peut y avoir, et c'est pour ça que je parlais aussi de ce livre que j'ai écrit, Et si on réinventait l'éducation des garçons chez Nathan. Pourquoi ce petit manuel? Parce que c'est très important aussi d'aller vers une éducation qui permette à l'enfant, au garçon, quand il deviendra grand, etc., de ne pas avoir recours à l'autodestruction ou à la violence quand il rencontre des problèmes qui lui génère une très grande souffrance pour lui. Donc effectivement, il faut aller vers quelque chose qui permette une séparation qui soit, entre guillemets, la moins disharmonieuse possible entre les individus, la plus harmonieuse. Madame Castelin-Meunier, dites-moi, après cette discussion, pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression, alors que, je vous assure que d'autre point de vue, nous sommes tous féministes, nous cherchons l'égalité homme-femme dans le monde de la famille, c'est là que nous nous plaçons, c'est le son de notre voix, nous nous plaçons sur l'article 1 de la Constitution française qui dit que nous sommes égaux devant la loi. Pourquoi avons-nous l'impression que face à nos demandes, nous nous confrontons parfois à un ultra-féminisme qui est parfois interprété comme anti-mec, alors que nos demandes nous semblent relativement simples et égalitaires? En tant que sociologue et chercheuse au CNRS, comment vous l'analysez? Moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage, Les hommes aussi viennent de Vénus, fort et sensible, les nouveaux visages de la virilité chez Larousse. Pourquoi? C'est parce que, moi, ça me frappe. On n'a pas arrêté de marteler que les hommes et les femmes venaient de deux planètes différentes, et que les hommes c'était comme ça, et les femmes c'était comme ça, et on n'a pas arrêté de les renvoyer à leurs différences, alors que hommes et femmes appartiennent à l'humanité. Ils viennent de la même planète. Par contre, on n'a pas arrêté de renvoyer à l'homme qu'il devait être fort, pas sensible, dominateur, notamment la définition de la virilité, mais c'est trop long. Ça renvoie à toute une histoire qui est fabuleuse, qui est très très intéressante. Et on n'a pas arrêté de dire que les femmes sont intuitives, affectives, ont de l'émotion, de la sensibilité, alors que non, tout ça c'est faux. C'est faux. Il faut sortir de ces stéréotypes. On est tous des humains. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des femmes qui ont encore en tête que, oui, les hommes sont tous pourris. Voilà. Et donc, qui se méfient des hommes parce que elles pensent que ils vont être incestueux, ils vont être violents, ils vont être, etc. Donc, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir parce que là, c'est véritablement une prison pour chacun. Donc, il faut aller vers une société qui permette l'épanouissement de chacun dans le sens du respect de leur personnalité, de leur identité, en faisant fi des stéréotypes.
Donc, madame, dernière question pour aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, l'évolution de la société? J'ai déjà eu l'avis de monsieur Néran, de certains experts en cours d'appel et autres, plusieurs écrivains. Je voudrais le vôtre. Et dans ce schéma de la famille, comment vous analysez l'apparition du couple homoparental qui, visiblement, s'oriente aussi vers les schémas de reproduction et de conception? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, quelle est votre vision? J'ai pas compris les schémas de reproduction. Mais disons que les couples homosexuels, par définition, normalement, ne peuvent pas reproduire de manière normale, mais là, avec la PMA et la GPA, ils vont faire des enfants aussi. Moi, j'ai parlé, par exemple, aux représentants France de Contact, à la GPL, à différentes associations de couples homoparentaux. Ils sont confrontés à des grandes difficultés en cas de séparation aussi, pour voir leurs droits parentaux reconnus, mais de manière évidente, ils rentrent dans la société. Oui. Ça fait partie, de la multiplicité des modèles familiaux. Dès l'instant où c'est mis en place par les humains, on doit trouver les solutions pour que ça se passe le mieux possible. Et donc, les enfants élevés par des parents homosexuels, maintenant, il y en a qui sont devenus adultes, ils vont pas plus mal que les autres, bien sûr. Et donc, les humains ont mis ça en place. Il faut gérer ça le mieux possible. De même que le couple a débouché sur l'institution familiale. L'institution familiale a considérablement changé. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est comment, entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes, c'est comment respecter la place de chacun pour donner la meilleure éducation à l'enfant et que l'enfant puisse affirmer son identité en étant dans l'estime de soi, le respect d'autrui. Et je pense que la société doit avancer avec la multiplicité des modèles familiaux qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une place pour le papa dans ces schémas où l'on entend parler, en fait, de procréation assistée, qui sont, on va dire, réservées pour l'instant aux femmes entre elles, non pas aux hommes? Que va devenir le père face à cela? C'est curieux parce que cette question-là, je ne la sens pas. Cette question-là, je ne la sens pas. Que va devenir le père? Non. Je dis à quel point il y a une odyssée historique qui a montré qu'il y avait une transformation de la situation des pères. Et je voulais revenir notamment à la question des chasseurs-cueilleurs. Parce que tout à l'heure, vous avez dit les chasseurs-cueilleurs en les présentant... J'ai caricaturé en disant qu'on était réduits par l'institution comme des pourvoyeurs, alors que nous sommes sortis de ça. Oui, on va sortir de cette caricature parce que c'est très intéressant. Justement, à l'origine de l'humanité, c'était le clan, une cinquantaine de personnes qui se déplaçaient, et des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, et des enfants, etc. Et pour chercher la nourriture, pour chasser, etc. Et il y avait un partage des responsabilités au sein du clan. Et c'était pas systématiquement hommes-femmes, et les femmes aussi chassaient, et les femmes aussi étaient des cueilleuses, et les femmes aussi faisaient des tas de choses. Et donc, justement, on est en train d'aller vers une situation, non pas qui nous ramène en arrière au temps des chasseurs-cueilleurs, mais ce qu'on peut dire, c'est que le patriarcat n'est pas né avec l'humanité, et que les différences hommes-femmes, telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, même si ça a beaucoup changé, comme on vient de dire, ne sont pas inéluctables. Et ce qu'on sent, c'est à quel point on va vers une société où la répartition des places et des rôles, quel que soit le sexe et le genre, va devenir moteur de l'histoire de demain. Et les enfants vont tout à fait trouver leur place là-dedans parce que les individus auront toujours envie d'avoir des enfants. Et donc la question du père, pour moi, elle se pose pas dans le sens de la disparition du père, non. Au contraire, on voit bien que le père, il prend de plus en plus sa place dans la sphère domestique, là où à une période de l'histoire, comme je le dis, à la période industrielle, il y a eu comme ça une grande brisure et le père a été évacué de la sphère privée, de la sphère familiale, domestique pour trouver sa place uniquement dans l'espace public autour de la production, du politique, de l'économique. Et aujourd'hui, la place du père, elle se déploie de manière beaucoup plus relationnelle et avec une présence beaucoup plus importante. Et pour moi, le sens de l'histoire est celui-là. Et donc, nous allons vers une société où l'implication des pères sera de plus en plus grande dans l'éducation. Donc, Madame Castelin-Meunier, dites-moi, pour conclure, avez-vous une actualité? Quels sont vos projets? J'en ai plein. Oui, dites-nous.
J'en ai plein. Oh là là, vous savez, mon projet là, c'est de continuer à vivre dans une société dans laquelle on respecte les humains, on respecte le vivant. Donc on respecte la vie des individus dans le sens de respecter le vivant, que ce soit du côté des animaux, des plantes, des êtres humains, du côté des relations qui vont exister, subsister entre les individus en termes d'amour, d'affection, de partage des responsabilités équitable et avec plus d'égalité économique. Donc pour moi, il s'agit d'œuvrer à tout ça et aussi bien sûr d'intégrer ces préoccupations concernant le réchauffement climatique et concernant le fait qu'il y a aujourd'hui des femmes qui n'ont pas envie de faire des enfants à cause des problèmes du climat. Et donc, allons vers une société qui permette à chacun de respecter la vie, le vivant, de se respecter les uns les autres. Voilà. Donc pour moi, j'ai des tas de projets qui vont dans ce sens-là. Soyons éveillés, éveillons les autres, tentons de rendre le monde meilleur. Vous avez des ouvrages en préparation actuellement ? C'est gentil. En fait, déjà, donc il y a eu quand même les 3 là. Oui, c'était un gros travail déjà. Là, hein, voilà. Oui, bien sûr, mais voilà. Donc, quand ce sera devenu très concret, voilà, j'en parlerai plus. D'accord, ok, très bien, je comprends. C'est parfait. Très bien. Merci d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup, c'est une continuation. Et je suis tout à fait du côté de ces jeunes pères et de ces pères qui souffrent parce qu'il y a des problèmes de séparation. Et véritablement, j'ai envie que ça avance dans le bon sens du terme de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un meilleur partage des responsabilités éducatives et domestiques entre les hommes et les femmes et que les hommes soient respectés dans cette nouvelle paternité impliquée relationnelle et notamment par les institutions mais aussi par les individus, quel que soit leur sexe. Bien sûr. Merci madame, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous aurons une interview exclusive du député Grégory Labille qui nous expliquera pourquoi notre PPL du 25 mars n'a pas pu être présenté. Nous aurons ensuite un montage d'un Facebook Live avec Maître Thomas Tapiero, Ricardo Fernandez, Claude Néris et Olivier Guerrier. Et puis en prévision ensuite... un spécial Argustime, notre association amie qui lutte contre la pédocriminalité et qui recrute des enfants virtuels. Nous vous expliquerons tout ça. Rediffusion mercredi prochain. N'oubliez pas la page Facebook de l'association ainsi qu'une page par département. Pour nous ici en Dordogne, c'est Équité Parentale 24. Le site de l'association et surtout n'oubliez pas de garder votre bienveillance et votre sympathie, méfiez-vous des préjugés, des conclusions hâtives, des soucis de communication et à très bientôt, ciao ciao, bye bye.